Salam alaikum jami'an. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rencontrer sur cette plateforme dans une nouvelle séquence, cette fois-ci consacrée à la correction d'un modèle de devoir surveillé, contrôle 1, semestre 2, destiné aux élèves de tronc commun sciences. Les chapitres visés par ce contrôle, chapitre numéro 4 intitulé Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème. Le chapitre numéro 5, les équilibres naturels et quelques aspects de leur déséquilibre. Le contrôle est composé de deux parties. La première partie consacrée à la restitution des connaissances qui est notée sur 5 points. La deuxième partie consacrée au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, cette fois-ci notée sur 15 points. On va commencer la première partie. La première question, définissez les notions suivantes. Je vous présente un certain nombre de mots scientifiques qui sont liés aux deux chapitres ciblés par ce contrôle, à savoir le rosotrophique, le cycle de la matière, la pyramide écologique, l'équilibre naturel, la lutte biologique, l'effet de serre, l'eutrophisation, phase de repos biologique. Mais dans le contrôle, on vous demande toujours de définir deux mots uniquement jusqu'à 4 au maximum. Par exemple, je vous demande de définir le réseau trophique. C'est l'ensemble des chaînes trophiques qui sont reliées entre elles. La lutte biologique, c'est l'utilisation d'un animal prédateur qui se nourrit d'un être vivant indésirable ou bien qui est nuisible. La deuxième question, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Choisissez pour chaque numéro la lettre correspondante à la suggestion correcte. Il est noté sur 2 points. On commence la proposition numéro 1. La prédation est une relation trophique. Petit a interspécifique à bénéfice réciproque. Petit b bénéfique pour le prédateur et nuisible par la proie. Petit c entre les espèces qui ont besoin des mêmes ressources. Petit d en faveur de la proie et nuisible pour les prédateurs. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir à la réponse de cette question. La prédation est une relation trophique qui est bénéfique pour le prédateur et nuisible pour la proie. On passe à la deuxième proposition. Les êtres consommateurs sont capables de produire leur propre matière organique. Petit b sont des hétérotrophes. Petit c occupe le premier rang de la chaîne alimentaire ou bien la chaîne trophique. Petit d, ils peuvent être des plantes chlorophyllines. À votre avis, quelle est la réponse juste? Les êtres consommateurs sont des hétérotrophes puisqu'ils ne sont pas capables de produire leur propre matière organique. On passe à la troisième proposition. Au niveau de la chaîne alimentaire, en passant de producteur au consommateur, petit a, il y a une perte de la matière organique et pas de l'énergie. Petit b, il y a une perte de la matière et de l'énergie. Petit c, il y a un gain de l'énergie. Petit d, il y a un gain de la matière. À votre avis, quelle est la réponse juste? Au niveau de la chaîne alimentaire, en passant de producteur au consommateur, il y a toujours une perte à la fois de la matière et de l'énergie. Un écosystème naturel, il est constitué uniquement d'organismes vivants. Il est parcouru par un flux de la matière et de l'énergie. Il a les composeurs comme premier niveau trophique. Petit d présente les quantités équilibrées de la matière et de l'énergie. À votre avis, quelle est la réponse juste? Un écosystème naturel, il est parcouru par un flux de la matière et de l'énergie. On passe à la question 3. Ce sont des questions vraies ou faux. On commence par la proposition 1. Le cycle de la matière est une succession d'échanges de la matière entre les êtres vivants dans leur milieu de vie. À votre avis, cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Elle est vraie. La deuxième proposition, les décomposeurs transforment de la matière minérale en matière organique. Puisque ces décomposeurs décomposent la matière organique en matière minérale, donc cette proposition est fausse. L'équilibre naturel et la capacité de la nature à fournir l'existence et la continuité de la vie sans problème. À votre avis, quelle est la réponse? Cette proposition est une proposition vraie. De la même façon, pour la dernière proposition, la lutte biologique est la meilleure solution pour lutter contre les êtres vivants indésirables. C'est une proposition vraie. La quatrième question, le document suivant représente le schéma du cycle de la matière. On vous demande de compléter ce schéma par ce qui convient en se basant sur vos connaissances.
Si vous connaissez que la matière dans la nature se trouve sous deux formes, la matière organique et la matière minérale. Et il y a des éléments qui interviennent pour ce transfert. On va voir petit 1, le nom du numéro 1. Il correspond aux consommateurs herbivores, carnivores et omnivores. Après la mort de ces consommateurs, on obtient une matière organique morte, dans le numéro 2, qui va être utilisée par les décomposeurs 3 pour la transformer, la dégrade et la transforme en matière minérale. Cette matière minérale elle va être utilisée à nouveau par les plantes chlorophylliennes ou bien les producteurs qui vont produire de la matière organique. Voilà, vers la fin, on trouve cette matière organique qui a été produite par les producteurs et consommée par les consommateurs. Une fois qu'il y a la matière organique morte, les décomposeurs interviennent pour transformer cette matière en matière minérale qui va être utilisée à nouveau par les producteurs. Par l'intermédiaire de phénomènes de photosynthèse, ces producteurs produisent cette matière organique à nouveau et on trouve que la matière se trouve sous forme d'un cycle appelé cycle de la matière. On passe à la partie numéro 2 de contrôle, de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique qui est noté sur 15 points. Il est composé de deux exercices. L'exercice numéro 1 noté sur 9 points. On va tout d'abord lire l'énoncé de cet exercice. L'écosystème forestier est caractérisé par une couverture végétale abondante et une faune variée. Ces êtres vivants établissent entre eux des relations d'ordre alimentaire. Ces dernières assurent le flux de la matière et de l'énergie. Dans le but d'étudier le flux de la matière et de l'énergie dans cet écosystème, on propose les données suivantes. Donnée numéro 1. Le tableau 1 ci-dessous représente les types d'aliments consommés par quelques vivants d'une forêt. Voilà, vous voyez un tableau. Dans la partie gauche, on a des êtres vivants, à savoir les l'épervier, le hibou, le puceron, la coccinelle, le rat, le renard, les arbres, les arbustes, bien les plantes chlorophylliennes en général, et l'aliment principal pour chaque être vivant. On prend par exemple l'épervier, se nourrit des oiseaux et des rats, et ainsi de suite. La question qui se pose, à partir de ces données du tableau, premièrement, petit a, extraire ou bien dégager une chaîne alimentaire composée de 3 niveaux trophiques et déduire le niveau trophique des êtres vivants de cette chaîne. À savoir qu'une chaîne alimentaire, elle débute toujours par un végétal chlorophyllien qui a la capacité de produire la matière organique. À partir du tableau, on peut construire une chaîne trophique qui commence par cette plante. La plante, ou bien le rat, il consomme la plante et le hibou se nourrit du rat. Pour les niveaux trophiques, la plante considérée comme des producteurs de la matière organique, puisque le rat n'a pas cette capacité, donc il la consomme, on le considère comme un consommateur d'ordre 1, ainsi que les hiboux, consommateurs d'ordre 2. La deuxième question, petit b, déterminer le réseau trophique de cet écosystème. Pour répondre à cette question, on va poser tout d'abord tous les éléments représentés dans ce tableau comme êtres vivants. On commence par l'épervier, le hibou, les oiseaux, les pucerons, le renard et le rat. En se basant sur les données du tableau, surtout l'aliment principal ou bien le régime alimentaire de chaque être vivant, on peut faire une liaison entre ces êtres vivants avec des flèches. Donc, on va commencer, par exemple, l'épervier se nourrit des oiseaux et des rats. Le hibou se nourrit des oiseaux et des rats. De la même façon, pour les pucerons, ils utilisent comme aliment la sève d'origine végétale. Pour la coccinelle, il se nourrit des pucerons. Pour le rat, lui aussi, il utilise des plantes comme origine d'alimentation. Et le rat, il se nourrit des oiseaux, des rats et des végétales, ou bien des fruits. Le données numéro 2. Le tableau de suivant représente la productivité de biomasse et d'énergie des différents niveaux trophiques de la chaîne trophique étudiée dans cet exercice.
Vous voyez le niveau trophique, les producteurs, les consommateurs C1, C2, C3, la biomasse. Chaque niveau trophique est caractérisé par une biomasse bien déterminée, ainsi que l'énergie annuelle en kilocalories par mètre carré. À partir de données du tableau 2, on va réaliser d'abord la pyramide de la biomasse de cette chaîne alimentaire sur un papier millimétré, tout en utilisant une échelle bien déterminée. Dans ce cas, on a utilisé 2 cm pour une biomasse de 109 grammes par mètre carré. On commence à réaliser des rectangles superposés qui varient en fonction de leur longueur. La longueur varie en fonction de la quantité de la biomasse, alors que la largeur de ce rectangle reste constante. On commence par le premier niveau trophique qui est le producteur, 809 grammes par mètre carré, tout en respectant l'échelle. Le deuxième niveau, c'est celui du consommateur d'ordre 1. On va faire la règle de 3 pour bien déterminer, bien respecter la longueur de ces rectangles. On va mettre les niveaux trophiques et la biomasse. De la même façon, pour le niveau 3, 11 grammes par mètre carré. Avec la règle de 3, on trouve la longueur bien déterminée de ce rectangle qui correspond au consommateur ordre 2 avec son niveau trophique C2. Vers la fin, on va représenter le dernier niveau trophique avec un trait vertical puisque cette quantité de biomasse est très faible. Voilà, 1,4, 1,3 grammes par mètre carré pour le consommateur d'ordre 3. À ne pas oublier le titre, la pyramide de la biomasse, ainsi que l'échelle qui a été choisie dans ce cas. La question B, c'est à partir de la pyramide réalisée, décrivez l'évolution de la biomasse dans cet écosystème, c'est-à-dire une description de l'évolution de la biomasse. On va revenir à la pyramide qui a été réalisée, essayer de faire une description. Qu'est-ce que vous voyez ici? On observe qu'on passe de consommateurs, bien de producteurs bien de végétal vers les consommateurs d'ordre 3. On voit que cette quantité de biomasse diminue progressivement. De la pyramide de biomasse, on constate que lorsqu'on passe d'un niveau trophique à un autre supérieur dans la chaîne alimentaire étudiée, la quantité de biomasse diminue. La question suivante, calculer le rendement d'énergie pour les consommateurs C1, C2, C3. On va appliquer pour calculer cette productivité ou bien le rendement d'énergie. On se base sur la formule générale suivante. Le rendement est égal à la catégorie étudiée sur la catégorie précédente fois 100. Pour C1, le rendement est égal à la quantité de consommateur C1 et la quantité d'énergie pour le producteur fois 100. De la même façon pour le consommateur d'ordre 2 et le consommateur d'ordre 3. Juste une application numérique en se basant sur les données du tableau précédent. On va trouver que le rendement de productivité d'énergie pour C1 est égal à 16,18%, pour C2, 11,37% et pour C3, 5,48%. Pour la question suivante, quel est le rendement global de la biomasse et celui de l'énergie? On va partir de la relation via la formule globale. Le rendement global est égal à la dernière catégorie sur la première catégorie fois 100. Voilà, on va chercher tout d'abord le rendement global de l'énergie qui est égal à C3 sur P fois 100. De la même façon pour le rendement global de la biomasse est égal à 1,3 sur 809 fois 100. Pour l'énergie, 21 sur 20 810 kcal par mètre carré fois 100. L'application numérique va nous donner le rendement global de la biomasse, le R, est égal à 0,41%, pour l'énergie, 0,1%. Pour la question suivante, en se basant sur la donnée de l'exercice et vos connaissances, expliquez l'évolution du flux de la matière et de l'énergie dans cet écosystème, puisqu'il y a une diminution progressive de la biomasse et de l'énergie lorsqu'on passe d'un niveau trophique à l'autre, et on voit encore que le rendement global devient très faible. On peut expliquer cette évolution par des pertes de la matière et de l'énergie
au cours de la respiration des êtres vivants, ou bien la matière non digérée, ou bien non utilisée NU, ou bien la matière non assimilée qui se forme et qui se jette sous forme de déchets Na. Pour l'exercice numéro 2 qui a été noté sur ces points, on va lire tout d'abord d'une façon attentive l'énoncé de cet exercice. Les insecticides font l'objet d'un large usage dans la lutte contre les ravageurs des cultures et contre les insectes gênants et piqueurs. Pour connaître l'impact de ces substances chimiques utilisées sur les équilibres naturels, on étudie les données suivantes. Pour lutter contre les larves d'une mouche aquatique qui gêne les estivants dans un lac dans une ville américaine, on a utilisé un insecticide TDE. Après 3 ans, on a constaté la diminution du nombre d'un oiseau aquatique appelé le crabe. Son nombre est passé de 3000 couples fertiles à 30 couples dont la plupart sont stériles, à savoir que le crabe se nourrit de poissons perches de ce lac. Le tableau ci-dessous donne les mesures de concentration de ces substances chimiques utilisées TDE dans l'eau du lac et dans le corps de certains animaux qui vivent, que ce soit dans le lac ou bien à côté de ce lac. Voilà, on va voir cette différence de concentration utilisée et comment évolue cette concentration de cette substance dans le corps des éléments ou bien des êtres vivants qui caractérisent ce milieu. On commence par l'eau lacustre. Vous voyez la concentration 0,014. Les phytoplanctons, les zooplanctons, les poissons mangeurs, les poissons perches et les crêpes. C'est la question qui se pose, la première question, en utilisant des informations fournies par le texte et par le tableau ci-dessous. Tout d'abord, on va dégager la chaîne trophique de ce lac, tout en se basant sur ces différents types de concentration et ces différents êtres vivants qui caractérisent ce lac. On peut dire que la chaîne trophique est constituée de phytoplancton tout d'abord, suivi par les zooplanctons, poissons mangeurs, poissons perches. Vers la fin, on trouve les crêpes. Pour la question B, comment évolue la concentration de l'insecticide TDE dans cette chaîne trophique, tout en se basant sur les données du tableau. Lorsqu'on part du phytoplancton vers le crabe, on voit qu'il y a une augmentation progressive et très importante de la concentration de cette substance chimique TDE, partie par million. On trouve par exemple dans les crêpes de dernier niveau trophique, la concentration elle arrive à 200, à 2500 ppm dans la graisse de ces oiseaux. Lorsqu'on passe la réponse, lorsqu'on passe d'un milieu à un autre plus élevé, on observe le taux de TDE augmente dans cette chaîne trophique. Pour la question 2, quelles sont les conséquences de la disparition des crêpes dans cet écosystème? C'est clair que le crabe il a reçu une concentration très importante de cette substance chimique. Leur destin est la mort. Cette disparition des crêpes entraînera la prolifération des poissons perches, ce qui ces derniers ou bien ces poissons perches entrent en compétition intraspécifique, ce qui entraîne un déséquilibre naturel dans cet écosystème lacustre. La question suivante, quel serait l'impact du traitement de lac, à votre avis, par l'insecticide TDE sur les habitants qui se nourrissent de poissons? Les habitants qui consomment ces poissons de ce lac qui sont toxiques, ils seront fortement intoxiqués à cause de l'accumulation de la substance TDE dans leur corps. La question 4, le comportement, à votre avis, de l'homme vis-à-vis des larves de la mouche vous paraît-il logique? Justifiez votre réponse. Cette utilisation de substances chimiques, est-ce qu'il est logique? La réponse, c'est non. Dans cet exemple, le comportement de l'homme n'est pas logique car il a bouleversé l'équilibre naturel de cet écosystème. Pour la question 5, proposer une autre solution pour lutter contre les larves de la mouche sans utiliser la substance chimique TDE qui est mortelle ou bien qui est toxique. On va utiliser une technique qui est une lutte biologique. Donc, pour lutter contre les larves de cette mouche, la meilleure solution, c'est la lutte biologique, c'est faire introduire dans le lac un prédateur, ou bien un être vivant qui se nourrit des larves de la mouche.
Et comme ça, on peut éviter ce déséquilibre naturel. Ainsi prend fin cette séquence d'évaluation. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.